Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, la santé. L'Europe s'est désindustrialisée. En plus d'être un mot compliqué à prononcer, cela pose de nombreuses problématiques sur le devenir de ces espaces. Perte d'emploi, reconversion immobilière, mais aussi des enjeux de santé. Bonjour et bienvenue dans Demain la santé, je suis Juliette Michel et nous sommes aujourd'hui en direct du CCO La Rayonne à Villeurbanne, un cadre idéal pour notre sujet du jour puisque situé dans le quartier dit de la Soie, en mémoire de sa riche histoire industrielle. Et je suis accompagnée d'Alfonso Pinto. Alfonso, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes géographe, ingénieur de recherche à l'école urbaine de Lyon et spécialiste, entre autres, de la géohistoire des catastrophes. Alfonso Pinto, quand on parle de site industriel, on ne parle pas uniquement de site actif, n'est-ce pas ? Non, comme vous l'avez dit justement, les sites industriels, on considère aussi des sites anciennement industrialisés. Par ailleurs, je me permets de préciser un peu votre introduction parce qu'il est sans doute vrai que l'Europe est dans une phase de désindustrialisation, bien évidemment, comme ça a été les berceaux dans le 19e siècle d'industrialisation. Aujourd'hui, il y a eu énormément de changements à ces sujets, mais malgré tout ça, je tiens quand même à préciser que ce sont encore nombreuses les usines qui demeurent dans les continents européens. Il y a des usines stratégiques, notamment, que l'on n'a pas encore délocalisées, dont on n'a pas encore confié aux autres la responsabilité et les risques, comme on peut dire. Non, effectivement, pour revenir à la question, oui, il y a différentes formes de classement. En tout cas, sites industriels, parfois on fait ces distinctions-là entre des sites industriels en activité, c'est-à-dire qui hébergent encore des activités liées à l'industrie ou même à la production d'énergie. Pardon, il faut aussi inclure ces genres d'espaces. Et on a, bien évidemment, comme l'Europe a été les berceaux de deux révolutions industrielles, on a aussi des sites qui ont hébergé pendant des décennies, voire plus, des activités qui ont eu des impacts et des conséquences. Comme ici, donc dans ce quartier, ancien quartier de l'industrie textile. Comme ici à la Soie, bien évidemment. Et comme dans grande partie de la ville de Lyon, qui est l'une des villes clés pour l'industrialisation en Europe. Du coup, ces espaces, comme je le disais en intro, posent aussi des questions en termes de santé, notamment par le biais de l'approche du site contaminé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien évidemment, l'une des grandes problématiques de la modernité industrielle, de ces grands parcours qui, à mon avis, perdurent encore aujourd'hui, c'est la contamination. Je reprends aussi les mots de deux historiens qui sont François Jarige et Thomas Leroux, qui ont écrit un excellent bouquin qui justement s'appelle La contamination du monde. C'est une histoire de la pollution. Et dans la pensée, disons, environnementale, écologique contemporaine, on a souvent comme des sortes de préjugés qu'il faut d'une certaine manière remettre en cause. Donc par exemple, on a la tendance à se dire qu'au début du parcours industriel au 19e siècle, on a fait tout ça dans l'ignorance parce qu'on ne connaissait pas encore les effets. Cela est vrai, mais en partie, je dirais même que c'est presque faux, comme le demande d'ailleurs justement Jarige Leroux ou même Jean-Baptiste Fressoz, par ailleurs, qui est notre historien. Eh bien, par exemple, on découvre que jusqu'aux années 1830-1835, les sociétés, disons, qui étaient encore héritières des anciens régimes, mettaient en place des fortes contraintes légales à des activités considérées comme polluantes. Bon, on était vraiment au début de la grande industrialisation massive, mais il y avait déjà des activités comme par exemple les tanières, les poudrières, etc., qui étaient fortement réglementées. Et pour qu'il puisse y avoir cette explosion que nous appelons justement la révolution industrielle, cette explosion se sont faites aussi par les biais d'un assouplissement de ces normes. Donc c'est à partir de 1830-35 que les sociétés européennes qui sont traversées par les nouvelles perspectives offertes par l'énergie à vapeur, par les machines, par les chemins de fer, que l'on commence à stabiliser des régimes dérogatoires. Donc on voit dans un premier temps les villes européennes qui commencent à être entourées
vraiment par les premiers sites industriels. Et ça dure vraiment déjà à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. On a notamment les classes les plus aisées, la grande bourgeoisie, qui commence à ne plus vouloir vivre, habiter justement à côté de ces sites parce que on est confronté à ce qu'on appelait la nuisance, c'est-à-dire deux phénomènes qui, d'une certaine manière, rendent les conditions de vie pas très agréables. Donc, après, on a les mots pollution, qui est un mot un peu plus fort et qui commence à s'imposer un peu plus tard. Et là, on commence vraiment à identifier l'idée que ces nouvelles activités ont des effets entre guillemets secondaires. Nous, aujourd'hui, les mots pollution est absolument courant. À l'époque, c'était vraiment pas le cas. C'est là qu'on a, par exemple, c'est là que l'on crée, par exemple, le mot smog, qui est un mix entre smog, donc fumée, et fog, qui est brouillard, brume. On a donc cet héritage de la vie de Londres complètement fumé par les régies industrielles. La grande problématique de ces substances, c'est leur persistance. C'est-à-dire que les contaminations agissent sur des échelles temporelles qui sont variables en fonction de matériaux qui sont rejetés et qui peuvent aller parfois, moi je dirais même assez souvent, bien au-delà de la durée de vie de l'activité productive. Imaginez par exemple le fameux terril miniers de Saint-Étienne qui sont devenus les paysages de la ville. C'est la mine qui a façonné un peu les paysages de la ville. Et il y a d'autres. Il y a aussi la pollution des nappes phréatiques. Et puis, à la fin du 19e, l'industrie se développe et on invente de nouvelles techniques, de nouvelles pratiques. Moi, je fais référence notamment à la pétrochimie, qui est un autre grand événement bouleversant dans l'histoire industrielle, qui de facto rajoute davantage l'émission de ces éléments polluants et très persistants. Et comment ces questions-là sont gérées, encadrées? Donc vous avez parlé d'une augmentation des régimes dérogatoires. Est-ce que on est toujours dans cette ère d'augmentation ou de stabilisation des régimes dérogatoires, notamment vis-à-vis d'une sensibilisation de plus en plus grande de ces enjeux, en tout cas de pollution, de nuisance, et on y viendra un peu plus tard, d'impact sur la santé? Alors, cette existence de régime dérogatoire fait déjà, désormais partie de l'histoire. On est au 19e. Il y a cette industrie vraiment poussée par les capitalismes marchands d'une manière très agressive, donc on a besoin d'implanter. C'est un monde qui change rapidement. Aujourd'hui, bien évidemment, dans l'histoire de l'industrie est aussi l'histoire des mesures qu'au fur et à mesure les sociétés ont dû prendre pour essayer de trouver un équilibre entre la nécessité de la production industrielle, de la production d'énergie et l'impact sur l'environnement et un peu plus tard aussi sur la santé. Or, cet équilibre est bien évidemment un argument assez complexe parce que là j'ai dit que déjà au 19e, la bourgeoisie commence à vouloir s'éloigner justement des quartiers considérés insalubres, c'est les fameux quartiers ouvriers qui commencent à se développer, et puis au fur et à mesure on commence à essayer d'éloigner l'usine toujours plus en dehors de la ville. C'est fait aussi grâce à un parcours d'appareils législatifs qui dans les différents pays européens commencent à mettre des contraintes, commencent à classer les différentes activités productives en fonction aussi des nuisances et des pollutions qu'elles sont susceptibles de produire. C'est clair que c'est une histoire qui lente. Par exemple, j'avais récemment parlé de la question de la radioactivité. Oui. Il est absolument étonnant de savoir comment, au début du siècle, la radioactivité n'était pas du tout, on n'avait pas encore du tout conscience des dangers énormes pour la santé. Donc, j'avais raconté, par exemple, l'histoire des Radium Girls aux États-Unis, qui était un groupe de jeunes filles qui étaient employées dans une usine qui faisait des montres. Et en fait, leur tâche consistait à pendre les cadrans de ces montres. Et en même temps, elles peignaient aussi leurs ongles. Et, elles utilisaient souvent la langue pour
pour améliorer la qualité de la peinture, etc. Jusqu'à un moment, elles sont toutes mortes avec des dégâts absolument abominables à leurs dents et à leur tête, quoi. Il y avait même du sable au radium que l'on conseillait de donner aux enfants parce qu'on les considérait plus propres que les sables normales pour jouer. Donc imaginez-vous, les radiums est énormément de fois plus radioactif que l'uranium. Donc, il y a sans doute des aspects où les avancées scientifiques ont permis de prendre conscience des dangers, mais en même temps, il y avait des aspects comme par exemple les rejets liés à la combustion, qui était déjà un argument assez connu. Or, un autre moment clé, par exemple, il y en a beaucoup. Moi, en ces moments, ce qui me vient à l'esprit, c'est la catastrophe de Seveso en Italie. On est en 1976. C'est une fuite dans une usine chimique. C'est à partir de ces moments-là qu'à niveau européen, on invente par exemple les systèmes de classement Seveso. C'est une directive européenne dont le but était celui justement de classer, identifier différents sites chimiques qui manipulaient des substances dangereuses et donc aussi imposer des contraintes par rapport, par exemple, au plan d'évacuation, à la communication avec les autorités par rapport à ce qu'on manipule, à ce qu'on ne manipule pas. Donc il y a aussi, comme pour reprendre un peu les sociologues Ulrich Beck, la modernité industrielle a fait correspondre à la production des richesses, la production sociale de risques, mais en même temps, on a toujours cherché à gérer ces risques, à les garder dans un cadre d'acceptabilité. Après, toute la question, c'est de réfléchir sur ce qui est et ce qui n'est pas acceptable. Mais là, on est vraiment dans la complexité de l'affaire. Exactement. Et sur la gestion de ces risques, les données que l'on peut avoir sur la gestion de ces risques, quelles sont les données ou les enquêtes épidémiologiques qui peuvent exister par rapport aux risques sanitaires de ces activités industrielles ? Alors là, il faut d'abord faire une précision. Malheureusement, l'Union européenne a encore aujourd'hui n'a pas appliqué des politiques communautaires en termes des sites contaminés et des risques liés à ça. C'est-à-dire que chaque État, plus ou moins, agit comme il veut. Il y a des cadres généraux, mais il n'y a pas, par exemple, un critère européen qui permet de dire, bon, ça c'est un site contaminé, on doit faire ça et c'est là. Non, chaque pays applique ses propres politiques. En 2006, il y avait eu une proposition, c'était la Soil Framework Directive, qui était vraiment un premier pas en cette direction. C'était une manière de se rapporter à une protection du sol de manière communautaire. Malheureusement, ça n'a pas été appliqué parce que France, Allemagne, Pays-Bas, Grande-Bretagne et Autriche s'y sont opposés. Juste pour donner quelques idées, par exemple, toujours un organisme qui est le Joint Research Center a identifié en Europe 2,8 millions de sites dans lesquels il y a ou il y a eu des activités polluantes. Quand même. Ah oui, quand même. L'Europe, c'est quand énorme. Même les berceaux. Très c'est les berceaux de révolution industrielle. Et en même temps, malgré la désindustrialisation, il y a quand même énormément d'activités qui continuent à exister en Europe. Et de ce 2,8 millions, par exemple, on sait déjà qu'il y en a 240 000 qui ont besoin d'être caractérisés, c'est-à-dire on a besoin de faire des analyses pour savoir quels ont été l'impact. Parce qu'après, il y a différentes manières aussi de vérifier l'impact. Il y a la connaissance historique, donc on savait par exemple que dans ces lieux, il y avait une usine métallurgique. On sait par exemple à travers les archives industrielles qu'on a produit une telle quantité d'un tel produit, donc on peut faire des estimations. Mais après aussi, il y a l'enquête directe qui est confiée aux spécialistes de sciences de la vie et de la terre qui vont faire leurs analyses, notamment sur les sols, mais aussi par exemple dans les nappes phréatiques, pour essayer de caractériser mieux et savoir si le site a besoin d'être dépollué ou pas. Donc, par exemple, on sait déjà qu'en Europe, il y a 150 000 sites qui nécessitent d'opérations de dépollution. Alors, moi, j'ai travaillé à ces sujets, plus particulièrement sur les cas italiens. Or, par exemple, l'Italie, à partir des années 99-2000, a mis en place un système qui s'appelle le SIN, Site d'intérêt national pour la dépollution, qui est en fait un registre de sites que l'on sait être pollués, qui ont été déjà en partie caractérisés. Et en fait, c'est un classement qui a été fait par l'ISPRA, qui est l'Institut pour la protection et la recherche environnementale.
Aujourd'hui, en Italie, nous avons 39 zones classées SIN à la taille variable, avec un total de 250 000 hectares. Et les habitants concernés sont environ 6 millions. C'est-à-dire que le 10% des Italiens habitent dans un site qui nécessite des opérations de dépollution. Or, la fonction de ces classements était celle de guider les décisions politiques, soit en matière de dépollution, mais aussi et surtout en matière de santé publique. C'était pour essayer aussi d'adapter. Moi, je dis en théorie, parce qu'après, la réalité des faits est beaucoup plus compliquée. Mais en théorie, les caractérisations de ces sites devraient servir aussi à améliorer et mieux cibler l'offre sanitaire. Par exemple, si on sait que dans un certain territoire, à cause d'une activité industrielle en cours ou arrêtée, il y a des excès dans les cancers au poumon, on va renforcer, par exemple, les unités de chirurgie thoracique, les unités d'oncologie, etc., etc. Ça, du moins, c'est en théorie. Or, en France, par exemple, il n'y a pas un équivalent. D'accord. Les classements, il est beaucoup plus flou. À ces sujets, je peux signaler les travaux de Frédéric Auger, qui était chercheur au CNRS, exactement sur cette question-là. Ce qu'on peut trouver, par exemple, en France, c'est sur les sites Infoterre. C'est un registre qui s'appelle les CASIAS. C'est la carte d'anciens sites industriels et activités de services qui est notamment pris en compte quand on fait, par exemple, de travail de réqualification urbaine, quand on va renouveler ou changer d'usage à des zones qui ont eu un passé industriel. Donc on est toujours dans une dynamique du passé. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à travers les CASIAS, l'idée c'est de mettre en place des politiques des risques en fonction de l'usage que l'on doit faire. Donc par exemple, si on doit construire un centre commercial, on est obligé à faire certaines choses. Si on doit construire une école, on doit faire certaines autres choses, etc., etc. Donc c'est en fonction de ce que l'on va, de quoi on va destiner ces nouveaux terrains, et en raison de son passé, on va mettre en place différentes formes de limitations ou à la limite de dépollution, comme c'est le cas par exemple pour les désamiantages, qui est l'une des dépollutions les plus fréquentes malheureusement, parce que l'amiante est un matériel que l'on a employé énormément en France, même dans l'habitat social par exemple. Voilà, donc après, d'autres pays appliquent leurs propres normes. Ce qui est vraiment dommage, c'est le fait que l'Union européenne n'a pas encore réussi à homogénéiser le traitement de ces sites. Et ça constitue bien évidemment un grand problème, parce que déjà, il y a une différence. Les SIN en Italie incluent non seulement des activités qui, entre guillemets, qui se sont déjà terminées, donc c'est un passé, mais inclut aussi des activités en cours. D'accord, c'est ce que j'allais vous demander. Voilà, la plupart des sites d'intérêt nationaux en Italie sont des sites qui continuent d'héberger d'activités industrielles, et non seulement, parce que les SIN prend en considération plusieurs types de territoires. Donc, on a des sites qui ont fait objet d'une activité industrielle achevée. Par exemple, ça peut être la zone de Casal-Monferrato, au Piémont, où il y avait la grande usine Eternit, donc amiante, qui a contaminé la ville et les alentours, mais c'est une activité qui est finie. On a, par exemple, 2 sites industriels en cours, comme par exemple les SIN sur lesquels je travaille, qui hébergent l'un des pôles pétrochimiques les plus grands d'Europe, qui est toujours en activité. Et donc, les deux choses peuvent se superposer, au sens qu'à une pollution historique peut se rajouter une pollution actuelle. On a, par exemple, des ports et des activités navales. On a des activités liées à la production d'énergie. On a les carrières. On a des sites qui, par exemple, n'ont jamais fait objet d'aucune activité industrielle, mais qui ont fait l'objet, par exemple, des versements illicites ou licites des déchets dangereux, des déchets toxiques. Comme c'est l'un des cas les plus éclatants, toujours en Italie, c'est la zone entre Naples et Caserta, qui a fait l'objet de scandales liés au trafic des déchets de toute l'Europe, qui étaient déversés dans les campagnes et refermés. Donc ça, c'est classé SIN, et pourtant c'est pas un SIN. Ou par exemple, il y a d'autres phénomènes un peu plus curieux. Il y a un SIN en Sicile qui est juste un village
qui se trouve près d'une carrière historique d'asbeste. Les villages en entier a été construit avec l'asbeste. Donc toutes les maisons contiennent de matériel à base d'amiante. D'accord. Et c'est pour ça que c'est un site à dépolluer, mais il n'y avait jamais eu d'activité industrielle liée à l'amiante. C'est vraiment une coïncidence du fait que la roche qui se trouvait sur ces sites-là était une roche employée dans la construction. D'accord. Donc ce qui est très intéressant dans les signes, c'est de prendre en compte les dégâts sur l'environnement. Donc ça peut être la disparition des écosystèmes, la dégradation du paysage, etc. La santé humaine, c'est ça qui est très important. Donc les effets de ces pollutions sur la santé, mais aussi la éventuelle compromission de patrimoine artistique et culturel. Donc parfois, quand d'une manière ou d'une autre, des activités industrielles ou polluantes ont quand même entravé la fruibilité d'un site archéologique ou d'un site paysager considéré comme patrimonialisé. Ce qui va également avoir un impact peut-être moins direct sur la santé des populations, mais vivre à côté d'un site patrimonial compromis n'est pas nécessairement très bon pour le moral. Hein. Non, c'est pas très bon pour le moral, surtout c'est une catastrophe inouïe, parce que malheureusement c'est un cas qu'en Italie arrive souvent. Oui. Sur la compromission des sites archéologiques pour raison industrielle, oui, c'est malheureusement bon. C'est vrai que en Italie, une fois qu'on creuse, on a vraiment de la chance de trouver quelque chose, mais en même temps, il y a eu des cas quand même éclatants. Par exemple, au pétrochimie de Syracuse, il a été construit à 300 mètres dans l'un des plus importants sites grecs du 8e siècle avant Jésus-Christ, quoi, découvert par ailleurs par des Français. Aujourd'hui, on sait qu'une partie de cette ville se trouve sous la raffinerie et qui est donc perdue à jamais. Et en plus, ça entrave énormément la fruibilité du site. C'est un site magnifique et qui pratiquement demeure non exploité, parce que pour l'attendre, il faut traverser une zone industrielle, parce qu'on a tout le temps des nuisances au niveau de l'odorat. Voilà. Donc ça c'est... Et notamment sur les sites sur lesquels vous travaillez, est-ce que vous avez des exemples à nous proposer de projets de recherche de santé publique, d'impact ? Alors oui, ça c'est un exemple très important. Là aussi, j'ai essayé de faire une comparaison, par exemple, sur un instrument que moi je répute crucial pour la question de la pollution, qui sont le registre épidémiologique, notamment le registre des cancers et des malformations. Donc, c'est-à-dire des registres qui, à partir d'une littérature scientifique existante, prennent en compte des pathologies que nous, on sait déjà qui sont liées à la pollution. Donc, par exemple, en France, il y a les réseaux Francim qui marchent par département et parfois aussi par la typologie de la maladie. C'est-à-dire, par exemple, il y a un registre sur le lymphome, un registre sur le cancer du sein. Mais d'après les données actuelles, la distribution sur les territoires est très inégale. Donc, par exemple, en France, on a le 24% de la population totale qui est couverte par un registre de cancer, tandis qu'en Italie, on arrive déjà aux 70%. Et si on rajoute qu'en Italie, il y a aussi un 28% de registres qui sont en cours d'accréditation par l'IARC, qui est l'Institut international pour la recherche sur les cancers, on arrive à une couverture de 98%. Autre chose importante, c'est très difficile parfois de trouver, d'aller sur des registres locaux. C'est-à-dire, il y a des départements en France qui ont des registres, mais qui sont ciblés sur certaines pathologies. Mais par exemple, si moi, je voudrais faire une interrogation, une réflexion épidémiologique sur les alentours des centrales nucléaires. Moi, j'ai essayé, alors peut-être que moi, je suis pas bon, mais j'ai vraiment eu du mal à trouver de données épidémiologiques à côté des centrales nucléaires. Or, par exemple, en Italie, au contraire, les signes, pas tous, mais certains signes, dont celui de Syracuse, a fait l'objet d'un projet qui s'appelle Sentieri, qui est une étude épidémiologique qui part justement du principe, justement d'une littérature existante et qui est capable de mettre en relation la présence de certains polluants avec certaines maladies, dont le but est d'essayer d'évaluer de manière concrète quel est l'impact de ces substances polluantes sur la population. Et donc, on prend en compte, par exemple, la mortalité, l'hospitalisation, l'incidence des cancers et les malformations congénitales. Donc, ce qui est très important, c'est que les rapports, comme je disais, sont basés sur une détermination a priori des hypothèses étiologiques, c'est-à-dire sur des pathologies qui peuvent être directement liées
à la présence de certains polluants. Donc dans une zone pétrochimique, bien évidemment, il y a tous les résidus d'hydrocarbures, il y a les métaux lourds. Et après, donc ces rapports concernent les signes en Italie. Et il est publié. Bon, moi j'ai celui de 2019. Et le but est vraiment de donner des indications précises, comme c'est dans la philosophie des sites d'intérêt national, à la santé, c'est-à-dire à l'offre, améliorer et cibler l'offre sanitaire en fonction des données épidémiologiques, mais aussi, et ça malheureusement on rentre dans la question de la dépollution qui devient une question politico-économique, mais en théorie, les rapports scientifiques donnent des indications précises sur les mesures de dépollution concernant ces territoires. On sait que par exemple dans les sites qui ont fait largement usage d'amiante, la maladie classique, c'est les mésothéliome pleurique, qui est une maladie qui ne pose presque pas de doute quant à son origine. C'est l'exposition à l'asbeste et à l'amiante. Qui est donc une maladie pulmonaire ? Une maladie pulmonaire, bien sûr. C'est un cancer de la pleure. Et justement, pour finir, dans les quelques minutes qui nous restent, sur ces enjeux politico-économiques, on entend souvent parler du principe de pollueur-payeur. J'imagine que dans les cas de prise en charge de ces coûts supplémentaires en termes de santé publique, ce n'est pas si simple que ça. Non, c'est très compliqué parce que là, on rentre vraiment dans un discours qui est politique parce qu'il faut une volonté politique. Il y a un discours économique. Il y a un discours aussi technico-scientifique parce que parfois on peut dépolluer, parfois ce n'est pas vraiment très facile de dépolluer. Et puis, il y a aussi des questions juridiques. Donc déjà, par exemple, nous, on est quand même dans une situation où il y a énormément de contraintes en termes de pollution, mais en même temps, on sait qu'il y a certains types de productions qui sont obligés de contourner d'une certaine manière la loi, parce que sinon ça va créer vraiment un conflit entre la production. Donc il y a des limites aux lois que l'on peut mettre, parce que sinon après... il y a des choses que l'on ne peut pas produire sans émettre des émissions. Après, il y a manière et manière, bien évidemment. La question juridique est aggravée aussi par le fait que parfois, nous, on découvre une pollution historique. Oui. Et le pollueur n'est plus là. Mais le pollueur n'est plus là, tout simplement parce que l'usine n'existe plus. Ce n'est plus un sujet juridique. Ou encore un autre cas qui est souvent, qui peut arriver souvent dans des grandes zones industrielles où il y a beaucoup d'enseignes qui sont les unes à côté des autres. On trouve une substance, et c'est une substance qui est utilisée par 2, 3, 4 usines sur un même site. Qui c'est qui a pollué ? Tout le monde utilise la même substance. Donc pour les juges, les enquêteurs ont quand même des grosses contraintes pour essayer d'identifier les coupables. Donc là, ça crée aussi énormément de problèmes. La question politique, c'est que ça coûte beaucoup d'argent, parce que quand on ne peut pas endosser sur un responsable direct, normalement c'est l'État qui paye. Donc c'est le citoyen qui paye la dépollution. Et enfin, il y a des problèmes techniques. C'est que parfois on peut dépolluer, parfois il y a des techniques, parfois ça coûte pas très cher, mais parfois on se trouve face à des situations comme celle que moi je suis en train d'étudier à Syracuse, où à plusieurs dizaines de millions de bouts intoxiqués par le mercure et d'autres métaux lourds qui gisent sur le fond de la rade. C'est une quantité énorme. Donc déjà, il faut prendre cette boue, on la prend pour la mettre où ? On met où 50, 60, 70 millions de boues toxiques ? Donc c'est là, on les enlève de là-bas pour aller polluer ailleurs, par exemple. Donc parfois, il y a aussi des problèmes de faisabilité. Je vais quand même conclure cet aspect avec un article très intéressant qui a été écrit entre autres par Fabrizio Bianchi, qui est un épidémiologue, et Liliana Cori, qui sont quand même qui ont travaillé au projet CISAS, qui est un projet ciblé sur les territoires de Syracuse, justement, qui essaye d'évaluer les rapports entre santé et pollution. Il y avait un article qui justement abordait la question économique de la dépollution, en posant une question que moi j'avais trouvé absolument géniale, parce que la question n'était plus combien ça coûte dépolluer cette zone, mais combien ça coûte ne pas le faire, en termes de dépenses de santé publique. Et ça vient conclure magnifiquement notre réflexion du jour. Parce qu'ils avaient démontré que même en termes de santé publique, les coûts parfois peuvent être plus élevés de ne pas dépolluer. Voilà, ça vaut le coup de dépolluer, même si c'est cher aujourd'hui. Quand c'est possible, bien évidemment, il est indispensable. Merci Alfonso Pinto. Merci à vous. On voit que c'est un champ qui recouvre plein d'enjeux, qui est encore bien ouvert et qui est passionnant.
Nous allons passer l'antenne à Lou Herman pour Sciences dessinées. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour parler vieillissement. Bonne journée et à bientôt.